Bonjour à tous et bienvenue sur Produplication. Aujourd'hui, nous allons voir une méthode pour pouvoir fusionner automatiquement des cellules dans Google Sheet, ce qui est quelque chose qui n'est pas forcément recommandé si vous avez des gros fichiers dans lesquels vous manipulez pas mal de données, mais qui peut malgré tout être utile pour améliorer le visuel de vos fichiers les plus simples. Par exemple, si on reprend maintenant notre fichier de gestion locative courte durée, vous voyez ici sur la troisième ligne, on va automatiquement fusionner toutes les cellules qui vont correspondre à un même numéro de semaine. Et si je change par exemple la première date de notre planning, pour la commencer en 2024 à la place de 2023, vous voyez ici qu'après un petit temps d'attente, les cellules vont se mettre à jour et vont automatiquement se fusionner par rapport à la modification qu'on vient de faire dans notre planning. Et donc, de nouveau, toutes les cellules qui correspondent à la même semaine, au même numéro de semaine par rapport aux dates situées juste au-dessus, vont tout simplement automatiquement se fusionner entre elles. Et voilà donc, maintenant on se retrouve avec notre fichier tel qu'il était à l'origine, avec donc les numéros de semaine sur la ligne numéro 2 dont les cellules n'ont pas encore été fusionnées entre elles. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est tout d'abord insérer une nouvelle ligne juste en dessous de cette ligne numéro 2 pour ensuite créer une fonction dans Google Apps Script qui va en fait se charger de copier les numéros de semaine sur la ligne numéro 2 pour les coller sur la ligne numéro 3. Et ensuite, cette fonction va également se charger de fusionner entre elles les cellules de la ligne numéro 3 qui vont donc contenir le même numéro de semaine. Comme d'habitude, pour pouvoir nous rendre dans Google Apps Script, on va sélectionner le menu Extensions et on va cliquer sur Apps Script pour ouvrir donc la nouvelle fenêtre avec l'éditeur de Google Apps Script. Et c'est donc ici qu'on va pouvoir créer notre nouvelle fonction. On va pas appeler MyFunction, mais qu'on va par exemple appeler Fusion automatique. Et comme d'habitude, pour démarrer notre fonction, on va tout d'abord déterminer la référence au fichier Google Sheet actif. Donc, on crée une nouvelle variable qu'on appelle fichier et on repart ensuite de la fonction spreadsheet app.getActive pour donc retrouver la référence au fichier Google Sheet actif. Et une fois qu'on a la référence à ce fichier, on va directement pouvoir retrouver la référence à la feuille de ce fichier dans laquelle on va vouloir travailler. Donc, on crée une nouvelle variable qu'on appelle feuille. Ensuite, on repart de la référence à notre fichier qu'on a créé juste au-dessus et on lui applique la fonction getSheetByName qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de retrouver la référence à une feuille en fonction du nom de cette feuille qu'on va lui fournir en paramètre d'entrée. Et donc, si on retourne dans notre fichier Google Sheet, on voit ici en dessous que le nom de notre feuille, ce sera Planning, qu'on va donc copier et coller en paramètre d'entrée de notre fonction getSheetByName et entre guillemets. Ensuite, comme ici, on va travailler sur l'entièreté des lignes, une autre information qui sera intéressante pour nous dans la suite du code, ça va être le numéro de la dernière colonne de notre feuille. Donc, on crée une nouvelle variable qu'on appelle dernière colle. Ensuite, on repart
de la référence à notre feuille et on lui applique la fonction getLastColumn pour donc obtenir le numéro de la dernière colonne sans plus de difficulté. Alors, ensuite, on va avoir une étape qui va en fait être plutôt une étape de préparation pour la suite de notre fonction. Et cette étape, ça va être de défusionner toutes les cellules de la ligne 3 dans le cas où certaines cellules seraient déjà fusionnées entre elles pour X ou Y raison. Donc, pour ça, on repart de la référence à notre feuille. Ensuite, la première chose à faire, ça va être de lui appliquer la fonction getRange pour pouvoir définir la plage de données sur laquelle on va donc vouloir défusionner toutes nos cellules. Et cette fonction getRange, elle va prendre 4 paramètres d'entrée. Les deux premiers paramètres, ça va être respectivement le numéro de ligne et le numéro de colonne de la première cellule de notre plage. Et donc, si on retourne dans Google Sheet, on voit que cette première cellule, elle se situe bien entendu sur la ligne 3 et également sur la 7e colonne de notre grille. Et donc, tout simplement, on met ici 3 pour la 3e ligne, suivi de 7 pour la 7e colonne. Et ensuite, les deux paramètres d'entrée suivants, qui sont donc les 3e et 4e paramètres, ça va être respectivement, encore une fois, le nombre de lignes sur lesquelles s'étend notre plage de données et le nombre de colonnes sur lesquelles s'étend également notre plage de données. Alors, pour le nombre de lignes, c'est évidemment 1, bien entendu, puisqu'ici on ne s'intéresse qu'à la ligne numéro 3. Et par contre, pour le nombre de colonnes, ici ce qu'on veut, c'est appliquer cette diffusion sur l'entièreté de la ligne, et donc jusqu'à la fin de toutes nos colonnes. Et donc, le nombre de colonnes, ce sera le numéro de la dernière colonne, on a stocké dans la variable dernière col, moins 6, puisque pour rappel, on a débuté sur la 7e colonne de notre grille. Et une fois qu'on a donc bien défini toute notre plage de données, on va pouvoir lui appliquer la fonction breakApart qui va donc tout simplement nous permettre de défusionner toutes les cellules de cette plage de données, donc de notre ligne numéro 3 dans notre cas. Et ensuite, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, ce qu'on va devoir faire, c'est copier les valeurs, donc les numéros de semaine, sur la ligne numéro 2 pour les coller sur la 3e ligne. Donc, on repart encore une fois de la référence à notre feuille. On lui applique la fonction getRange pour faire référence à notre 3e ligne. Donc, en démarrant la plage de données sur la 3e ligne et la 7e colonne. Ensuite, on étend encore une fois cette plage de données sur une seule ligne et sur un nombre de colonnes qui va encore une fois être déterminé par dernière colle, moins 6, puisqu'on démarre encore une fois notre plage de données sur la 7e colonne. Et à cette fonction getRange, on va lui appliquer la fonction setValues au pluriel pour pouvoir définir les nouvelles valeurs que l'on va donner à l'entièreté de notre ligne numéro 3. Et ces nouvelles valeurs, on va les obtenir en les extrayant tout simplement de la ligne numéro 2. Donc, dans notre paramètre d'entrée, on repart de notre feuille
on lui applique la fonction getRange, mais cette fois-ci pour déterminer la plage de données de notre ligne numéro 2 et pas notre ligne numéro 3. Donc, deuxième ligne, septième colonne, encore une fois en s'étendant sur une ligne et sur un nombre de colonnes déterminé de la même manière par dernière colle -6. Et cette fois-ci, on ne va pas lui appliquer la fonction setValues, puisqu'on ne veut pas changer les valeurs de la ligne numéro 2, mais on va lui appliquer la fonction getValues, encore une fois au pluriel avec un S, pour pouvoir donc extraire toutes les valeurs de notre ligne numéro 2 et ensuite les fournir en paramètres d'entrée de setValues pour donc les coller dans notre ligne numéro 3. Par la suite, ce qu'on va devoir faire, c'est passer en revue une à une toutes les cellules de la ligne numéro 3 pour donc déterminer quelles sont celles qui vont contenir le numéro de semaine et directement pouvoir les fusionner entre elles. Et pour pouvoir faire ça de manière efficace, on va en fait tout d'abord devoir extraire toutes les valeurs des cellules de la ligne numéro 3 et placer toutes ces valeurs dans un tableau au sens programmation du terme. Donc, on définit ce nouveau tableau, on appelle valeur cellule, et on va donc extraire toutes les valeurs des cellules de notre ligne numéro 3. On repart de notre feuille, on lui applique la fonction getRange pour définir la plage de données de notre cellule, plutôt de notre ligne numéro 3. Donc c'est le même que précédemment que je copie ici au-dessus. Et on lui applique encore une fois la fonction getValues au pluriel qui permet donc d'extraire toutes les valeurs de cette ligne numéro 3. Attention ici, il y a également une petite subtilité puisque par défaut, le tableau qu'on va définir de cette manière sera un tableau en 2 dimensions puisque les plages de données dans Google Sheet sont également définies en 2 dimensions. Mais ici, en fait, on n'a pas vraiment besoin de ces 2 dimensions puisqu'on n'a qu'une seule ligne. Et donc, ce qu'on va faire, c'est directement redéfinir notre tableau en 2 dimensions en un tableau à une seule dimension en rajoutant ici l'indice 0 entre crochets qui nous permet donc de sélectionner uniquement la première ligne de notre tableau bidimensionnel qu'on a donc extrait grâce à getValues pour pouvoir donc définir directement un tableau unidimensionnel dans valeur cellule. Alors, maintenant, on va pouvoir s'attaquer au vif du sujet puisqu'on va écrire notre boucle for qui va donc nous permettre de passer en revue une à une toutes les cellules de notre ligne 3 et donc de fusionner entre elles celles qui portent le même numéro de semaine. Donc, on écrit notre boucle for. Ensuite, on va définir la variable i associée comme étant le numéro de colonne qui va démarrer non pas sur la première colonne de la ligne, mais sur la deuxième colonne. Donc dans ce cas-ci, la colonne 8. Ensuite, ce qu'on veut, c'est aller jusqu'à la dernière colonne de notre fichier. Donc, jusqu'à ce que i soit égal au numéro de la dernière colonne. Et enfin, ce qu'on veut bien entendu, c'est que i s'itère d'une unité pour chaque boucle, pour donc passer en revue une à une toutes les colonnes. Par contre, juste avant notre boucle for,
on va en fait devoir définir une autre variable qu'on va appeler j et qui va en fait contenir le numéro de colonne de la cellule à partir de laquelle on va devoir effectuer la prochaine fusion. Alors dit comme ça, j'imagine que c'est pas encore très clair pour vous, mais vous allez voir que vous allez comprendre dans la suite. Pour le moment, on va tout simplement définir ce numéro de colonne dans J comme étant le numéro 7, donc le numéro de colonne 7, qui est donc la colonne de la première cellule de notre plage de données, correspondant donc à la ligne numéro 3. Et donc, maintenant, pour chaque boucle de notre for, ce qu'on va faire en fait, c'est comparer le numéro de semaine de la cellule en cours de lecture, donc de la cellule à la colonne I, au numéro de semaine de la cellule de la colonne précédente, donc de la colonne I-1. Ensuite, deux cas vont se présenter. Le premier cas, c'est le cas où ces numéros de semaine seront équivalents. Donc dans ce cas-là, on va tout simplement ne rien faire et passer à l'itération suivante, puisque ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint la dernière cellule constituant le groupe correspondant à un même numéro de semaine. Et par contre, si les deux numéros de semaine sont différents entre la colonne I et la colonne I-1, dans ce cas-là, ça voudra dire qu'on a atteint la fin d'un groupe de cellules correspondant à un numéro de semaine unique à la colonne précédente, donc à la colonne I-1. Dans ce cas-là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est fusionner toutes les cellules depuis la colonne J, donc la colonne 7 au tout début de nos itérations, jusqu'à la colonne I-1, et donc la colonne précédente dans notre boucle. Et une fois que c'est fait, ce qu'il nous reste à faire, c'est de redéfinir la variable j, puisque, pour rappel, cette variable j doit toujours contenir le numéro de colonne de la cellule à partir de laquelle va s'opérer la prochaine fusion. Et ce numéro de colonne, dans ce cas-ci, sera égal à la variable i, puisque i sera donc le numéro de colonne sur laquelle on va retrouver la première cellule du groupe de cellules suivant, correspondant donc à un nouveau numéro de semaine. Maintenant, on va directement pouvoir passer à la mise en pratique en démarrant une condition if qui va donc nous permettre de comparer le numéro de semaine de la cellule actuelle au numéro de semaine de la cellule précédente. Et donc, le numéro de semaine de la cellule actuelle, on va le retrouver dans notre tableau valeur cellule, mais attention, non pas à l'indice i, mais à l'indice i-7, puisque notre tableau valeur cellule démarre bien entendu à l'indice 0, mais notre plage de données sur la ligne numéro 3 dans Google Sheet démarre quant à elle sur la colonne numéro 7. Et donc, ce qu'on veut vérifier, c'est que ce numéro de semaine soit bien différent du numéro de semaine de la cellule précédente. On va donc également retrouver dans notre tableau valeur cellule, mais cette fois-ci à l'indice i-8. Et donc, dans le cas où ces valeurs sont différentes, on va pouvoir fusionner directement nos cellules depuis l'indice, plutôt la colonne J, jusqu'à la colonne I-1. Donc pour ça, on repart de la référence à notre feuille. On lui applique ensuite la fonction getRange pour pouvoir définir notre plage de données
ou notre groupe de cellules qu'on va vouloir fusionner entre elles, qu'on démarre donc sur la ligne numéro 3, à la colonne J, qu'on étend sur une seule ligne, puisqu'on reste toujours sur la ligne numéro 3, et qu'on étend sur I moins J colonne. Et donc, cette plage de données qu'on vient juste de définir, on va lui appliquer la fonction merge, qui, comme son nom l'indique, nous permet sans plus de difficulté de fusionner entre elles toutes les cellules de cette plage de données. Et comme je vous le disais précédemment, ce qu'on doit faire également après avoir fusionné nos cellules correspondant à un même numéro de semaine, c'est redéfinir la variable j pour qu'elle corresponde au numéro de colonne de la prochaine première cellule depuis laquelle on va faire la prochaine fusion. Donc dans notre cas, on va faire correspondre j à i, qui est le numéro de colonne de la cellule actuelle, qui redéfinit donc un nouveau numéro de semaine et qui correspond donc à la cellule, ou plutôt à la première cellule, depuis laquelle on va faire la prochaine fusion pour le prochain numéro de semaine. Alors, notre code tel qu'on l'a défini jusqu'ici va en fait fonctionner parfaitement, excepté pour la dernière colonne qui, elle, va être un cas un petit peu à part. Donc, si on s'imagine qu'on se place sur celle-ci, on pourrait avoir un premier cas où le numéro de semaine de cette dernière colonne est différent du numéro de semaine de la colonne précédente. Et donc dans ce cas-là, aucun souci. Notre code fonctionnera normalement et fusionnera toutes les cellules jusqu'à l'avant-dernière colonne comme elle le fait pour les autres cellules. Mais par contre, dans le cas où la valeur, donc le numéro de semaine de la dernière colonne, est égal au numéro de semaine de l'avant-dernière colonne, dans ce cas-là, ça ne fonctionnera plus, puisque en fait, notre code supposera qu'il y aura toujours d'autres cellules après la dernière colonne qui potentiellement auront le même numéro de semaine, et donc il va tout simplement attendre d'avoir toutes les cellules comportant le même numéro de semaine. Et donc, pour contourner ça, on va devoir rajouter une condition if qui va en fait vérifier si on est à la fois sur la dernière colonne et si le numéro de semaine de cette dernière colonne correspond au numéro de semaine de la colonne précédente. Et dans ce cas-là, cette condition-ci va s'ouvrir sur un code qui permettra de fusionner toutes les cellules restantes jusqu'à cette dernière colonne. Donc maintenant, on peut écrire notre condition if avec comme première condition que le numéro de colonne actuel i soit égal au numéro de la dernière colonne de notre feuille. Et ensuite, on rajoute une deuxième condition avec deux symboles esperluette. Et la deuxième condition, c'est donc que le numéro de semaine de la colonne actuelle soit égal au numéro de semaine de la colonne précédente, dans le cas donc où on est dans la dernière colonne. On va rechercher ça encore une fois dans valeur cellule, à l'indice i-7 pour la colonne actuelle, et à l'indice i-8 pour la colonne précédente. Et donc, dans le cas où ces conditions sont vérifiées, on va de nouveau pouvoir fusionner toutes les cellules, mais cette fois-ci jusqu'à la fin de notre ligne. Donc, on repart de la référence à notre feuille, on définit de nouveau
la plage de données, donc le groupe de cellules qu'on va vouloir fusionner. On démarre encore une fois sur la troisième ligne à la colonne J. On étale de nouveau sur une colonne, ou plutôt sur une ligne, et cette fois-ci, non pas sur I moins J colonne, mais I moins J plus une colonne, pour donc bien prendre en compte la dernière colonne. Et comme précédemment, on applique la fonction merge à tout ça pour donc pouvoir fusionner nos cellules. Et ce qu'on peut faire également, même si ce n'est pas vraiment important ici puisqu'on atteint la fin de la ligne, c'est définir encore une fois J comme étant égal au numéro de colonne actuel. Dernière petite chose à changer dans notre code, c'est de modifier le second if en else if, tout simplement pour que notre fonction l'ignore dans le cas où le premier if est vérifié. Enfin, on va pouvoir terminer notre fonction après avoir fusionné nos cellules, donc après notre boucle for, en rajoutant une ligne de code qui va nous permettre de rajouter des bordures dans notre ligne, dans notre fichier Google Sheet. Donc pour ça, on repart de la référence à notre feuille et on lui applique la fonction getRange pour pouvoir sélectionner la plage de données correspondant à notre ligne. En commençant donc sur la ligne numéro 3 et la colonne numéro 7, et en s'étendant sur une ligne et sur un nombre de colonnes qui va donc être recalculé par le numéro de la dernière colonne. On avait stocké dans la variable dernière colle -6, puisqu'on démarre à la colonne 7 et qu'on veut aller jusqu'à la fin de la ligne, donc jusqu'à la dernière colonne de notre feuille. Et à cette plage de données, on va lui appliquer la fonction setBorder qui va donc nous permettre de paramétrer les différentes bordures qu'on veut appliquer à notre plage de données, en commençant par 6 paramètres qui vont être des paramètres booléens, donc qui seront soit vrais, soit faux, et qui permettront de déterminer tour à tour chacune des bordures que l'on veut afficher dans notre ligne. On commence avec la bordure du haut qu'on met en trou pour vrai, ce qui veut donc dire qu'on veut l'afficher. Même chose pour la bordure de gauche. Ensuite, même chose pour la bordure du bas. Ensuite, on applique encore trou pour la bordure de droite. Ou encore une fois pour la bordure verticale. Et enfin trou pour la bordure horizontale. Et après ça, il reste deux derniers paramètres. Le premier, ça va être la couleur qu'on veut appliquer pour nos bordures. Donc ici, on met simplement black entre guillemets pour pouvoir donc définir la couleur noire. Et enfin, le dernier paramètre, ça va être le style de nos bordures. Et ici, on va mettre simplement nul pour appliquer le style par défaut. Voilà donc. Maintenant, on a une fonction qui est déjà fonctionnelle, mais n'est pas encore automatique, puisque jusqu'ici, on doit encore en fait lancer manuellement notre fonction. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que la fonction se lance automatiquement lorsque l'on va venir faire une modification dans la partie calendrier de notre fichier Google Sheet, pour que donc les semaines se mettent à jour automatiquement et qu'elles fusionnent entre elles automatiquement dès qu'on fait une mise à jour. Alors, pour ça, on va devoir suivre plusieurs étapes,
Mais la première étape, ça va être de paramétrer un déclencheur qui va en fait se charger de lancer notre fonction lorsque l'on va venir faire une modification dans notre fichier Google Sheet. Pour ça, on se rend ici sur la gauche et on va cliquer sur l'onglet déclencheur. Et une fois dans ce nouveau menu, on va cliquer en bas à droite sur ajouter un déclencheur pour donc ouvrir une nouvelle fenêtre qui nous permet de paramétrer ce déclencheur. Donc la fonction à exécuter, c'est bien notre fonction fusion automatique. Pour le type de déploiement, gardez tout simplement un déploiement aide. Ensuite, la source de l'événement, ici, on va garder ce qui était sélectionné par défaut, qui est basé sur la feuille de calcul, puisqu'on veut que notre fonction se lance lorsque l'on modifie celle-ci. Et enfin, pour le type d'événement, on ne veut pas qu'elle se lance à l'ouverture du fichier, mais on veut qu'elle se lance lors d'une modification dans notre feuille. Et pour les paramètres d'échec, on va choisir d'en recevoir toutes les semaines. Ce sera largement suffisant pour cet exemple simple. Une fois que tout est bien paramétré, on clique sur enregistrer. Et donc notre déclencheur apparaît bien ici dans la liste de tous les déclencheurs du projet. Maintenant, on a bien une fonction qui est lancée automatiquement par le déclencheur qu'on vient juste de paramétrer. Mais par contre, c'est pas encore exactement ce qu'on veut puisque ici, la fonction va se lancer peu importe l'endroit qui va être modifié dans notre fichier. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la fonction, ou en tout cas la plus grosse partie de celle-ci, soit lancée uniquement lorsque l'on vient modifier une cellule dans la partie calendrier de notre feuille. Et donc, pour mettre ça en place, une des premières choses qu'on va devoir déterminer dans notre code, c'est quelle est la cellule qui vient juste d'être modifiée dans notre fichier. Et pour ça, il y a quelque chose d'assez pratique pour nous, c'est le fait que lorsque l'on crée un déclencheur et qu'on l'associe à une fonction, il va en fait envoyer à cette fonction en paramètre d'entrée une variable de type event, donc événement en français, sur laquelle on va pouvoir extraire certaines informations et en particulier ici, on va pouvoir extraire l'information qui est la cellule qui vient juste d'être modifiée dans notre fichier Google Sheet. Et donc, grâce aux informations qu'on va pouvoir extraire de cet event, on va pouvoir mettre en place une condition if qui va nous permettre de vérifier certaines conditions pour être sûr que ce soit bien la zone qui nous intéresse qui soit modifiée et pour donc, dans ce cas-là, lire l'entièreté du code de notre fonction. Et donc, les conditions qu'on va devoir respecter pour ça, elles vont être au nombre de 3. La première, ça va être de vérifier qu'on est bien dans la feuille qui s'appelle Planning. Et ensuite, les deux conditions suivantes nous permettront de vérifier qu'on se situe bien dans la zone supérieure de la partie calendrier de notre fichier. Donc, la première de ces deux dernières conditions, ça va être que le numéro de ligne soit inférieur ou égal à 2. Et la deuxième, bien entendu, ça va être que le numéro de colonne soit supérieur ou égal à 7. Maintenant, pour pouvoir mettre tout ça en pratique, on va écrire notre condition if qui va donc englober l'entièreté du code de notre fonction.
Donc, la première condition qu'on va indiquer ici, ça va être que le numéro de colonne de la cellule qui vient d'être modifiée doit être supérieur ou égal à 7. Donc, on repart de notre event. On va rechercher .range dans celui-ci pour pouvoir connaître la cellule qui vient d'être modifiée. Et on lui applique la fonction getColumn qui permet donc d'extraire le numéro de colonne de cette cellule et qui doit donc être supérieur ou égal à 7. Ensuite, on indique la double esperluette pour indiquer notre deuxième condition. Et de la même façon, on va rechercher la cellule qui vient d'être modifiée et on lui applique cette fois-ci la fonction getRow pour extraire le numéro de ligne qui doit dans ce cas être inférieur ou égal à 2. Et enfin, pour la troisième condition, on va devoir vérifier que le nom de la feuille dans laquelle on se trouve corresponde bien à planning. Donc on repart encore une fois de la cellule qu'on vient de modifier. On lui applique la fonction getSheet pour donc pouvoir connaître la feuille dans laquelle cette cellule se trouve. Et à cette feuille, on lui applique la fonction getName pour donc pouvoir extraire le nom et vérifier qu'il corresponde bien à planning. Maintenant, on a donc bien défini nos trois conditions qui sont donc que la feuille corresponde à planning et qu'on se situe bien dans la zone supérieure de la partie calendrier de notre feuille Google Sheet. Et uniquement dans ce cas-là, on va ensuite lire toute l'entièreté du code de la fonction, qui est bien entendu plus longue à mettre en place et à parcourir, pour pouvoir uniquement dans ce cas-là définir les numéros de semaine et fusionner les cellules ayant le même numéro de semaine entre elles. Maintenant, notre fonction ainsi que tous les mécanismes qui permettent de la déclencher sont complètement terminés. Et ce qu'on peut faire, c'est directement tester que tout fonctionne correctement en faisant une modification dans la partie calendrier de notre fichier Google Sheet. Donc par exemple ici, pour la première date, je vais tout simplement la redéfinir comme étant le 1er janvier 2023 au lieu de 2024. Et donc, comme vous le voyez, après un petit temps d'attente, tout fonctionne correctement et sur la ligne 3, on a donc bien les numéros de semaine avec toutes les cellules comportant à la base le même numéro de semaine sur la ligne 2 qui sont donc bien fusionnées entre elles sur la ligne 3. Et bien entendu, si vous ne voulez pas voir la ligne numéro 2, que vous voulez simplement voir la ligne numéro 3, vous pouvez tout simplement copier ici l'entête semaine et le coller sur la ligne numéro 3 et ensuite tout simplement masquer la ligne numéro 2. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et si jamais vous avez encore des difficultés, n'hésitez pas à me contacter directement via le formulaire de contact de mon site web ou à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. En attendant, je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.